Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce 6e épisode de T'as vu, le magazine des Masters 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au sommaire aujourd'hui, le street art se fait une place à la Maison Folie Moulin de Lille. Le marché de Noël est de retour et l'exposition Sel et Pixels vous est présentée par Florian. Ensuite, avant cela, on commencera avec les maraudes de l'association Entraide et Partage, un reportage réalisé par Valentine Leroy et Camille Roland. Tout de suite, les maraudes de l'association Entraide et Partage. En hiver, les membres de l'association Entraide et Partage tournent dans les rues de la ville de Lille afin d'apporter leur aide aux personnes en situation de précarité. Alors Entraide et Partage, c'est une association composée de différents secteurs, dont la maraude, donc ce qu'on fait actuellement aujourd'hui. Et donc nous apportons donc tous les lundis depuis plus de 10 ans maintenant, dans les rues de Lille principalement. On apporte tout ce qui est un réconfort matériel, donc c'est-à-dire au niveau d'un sandwich, d'une soupe, quelques vêtements, un colis aussi qu'on essaye d'apporter. Enfin, on fonctionne aussi sur du bénévolat. Donc tout ce que nous donnons, c'est offert, ça nous est offert, et aussi bien sûr avec l'adhésion de certains membres aussi. Alors comment sont préparées les maraudes? Tout simplement, des personnes bénévolement nous préparent des sandwichs, nous font de la soupe et nous font aussi le café. Donc c'est avec ça qu'on fonctionne le lundi soir, et on est obligé aussi parfois d'acheter quelques denrées alimentaires, style saladière, des petites bouteilles d'eau. Des gens aussi nous apportent des bouteilles d'eau, des biscuits, enfin tout ce qu'on peut prendre, on le prend, tout ce qui est alimentaire, même en vêtements. C'est comme ça qu'on tourne le lundi. L'opération de maraude demande du temps, des bénévoles et des dons, ce dont manque l'association. C'est vrai qu'on est encore une petite structure, on est 300 adhérents, mais dans l'équipe de la maraude, on n'est que pour l'instant 22. Donc on fonctionne en 4 équipes, chaque lundi on tourne. Et bon, c'est vrai qu'on aimerait aussi avoir beaucoup plus d'adhérents parce qu'on a fait quelques achats et ça nous permet aussi justement d'avoir, au plus qu'on a d'adhésion, au plus que ça nous permet de pouvoir acheter tout ce qui est alimentaire aussi, des vêtements aussi, et de se faire connaître aussi, quoi. Alors que la majorité des associations se mobilisent lors des fêtes de fin d'année, Entraide et Partage concentre le gros de ses actions solidaires en début d'année. Alors c'est simple, c'est vrai qu'on a fonctionné pendant quelques années comme ça, on distribuait un colis exceptionnel à Noël, mais on s'est rendu compte que sur Noël, il y avait les Restos du Cœur, beaucoup d'associations qui venaient justement donner leur colis. Donc pour le fait de ne pas avoir tout groupé en même temps, on s'est dit maintenant on va attendre que les fêtes passent et on leur apportera leur colis donc en janvier tout simplement, quoi. L'association fonctionne par la générosité des donateurs et si l'envie vous prend, vous pouvez les retrouver chaque lundi soir sur la Grande Place de Lille comme à République. Camille nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Camille. Bonjour Éléonore. Alors, comment s'organisent précisément ces maraudes? Alors, en fait, il s'agit de l'équipe Un phare dans la nuit, qui fait partie de l'association Entraide et Partage, qui sillonne les rues du centre-ville de Lille avec leur petite camionnette blanche. Et en fait, il s'agit d'une équipe de 5 personnes qui se relayent tous les lundis. Et donc ça demande beaucoup de travail puisqu'il faut récolter les denrées alimentaires, il faut établir un budget pour la saison et puis il faut bien sûr organiser les maraudes. Donc pour cela, ils ont besoin de la générosité des donateurs. Bien sûr. Et outre en fait donc les denrées alimentaires qui sont donc données aux SDF, qu'est-ce qui est offert aux sans-abri? Justement en fait, il y a beaucoup de denrées justement. C'est une petite box où il y a un sandwich, une salade et donc un fruit. Mais ce que préfèrent les sans-abri, c'est bien sûr la petite soupe de légumes, surtout en saison hivernale. Et justement pour se réchauffer, ils ont aussi des vêtements, des chaussures et une couverture. Voilà. D'accord, merci Camille. Merci. Ils sont allés voir pour vous l'exposition du 9e concept. Vincent Morel, Pierre Gault et Victor Bastard nous racontent. Fer de lance du street art ou de l'art urbain pour les plus Frenchy, 9e concept fête ses 25 ans d'existence. Après Tokyo, New York et Rio, le collectif d'artistes investit la Maison Folie de Oisem du 7 octobre au 11 décembre. L'occasion de montrer qu'ils sont de vrais touche-à-tout. Le street art ne se résume pas simplement à des tags, il se compose de mouvements et d'univers totalement différents. Apparu dans les années 60, sa popularité a explosé en quelques années. Le collectif, on va dire, a une histoire particulière dans le sens où il y a 25 ans, il n'y avait pas de place dans les galeries pour le street art, donc il s'est fédéré d'une façon différente. On a essayé de trouver des moyens
de créer de l'interaction avec les gens, de faire bousculer les limites des travails avec les marques qu'on pouvait faire, par exemple, pour pouvoir financer des expositions collectives nous-mêmes. Et on a plutôt évolué en dehors du créneau des galeries dans les premières années du collectif, ce qui commence à changer aujourd'hui, mais c'était à peu près ça la trajectoire, on va dire, du collectif, et dans une optique assez souvent participative et dans un souci d'accessibilité pour le tout public aussi. Une fois qu'on rentre dans une galerie, on a beau dire c'est de l'art urbain contemporain, enfin si je schématise vite fait, et une fois c'est payant, c'est institutionnalisé, il y a tout un côté merchandising derrière. Et l'autre penchant, celui que je crois qu'on préfère tous en fait, c'est travailler dehors dans la rue, dans la précipitation et sans arrière-pensée et gratuitement pour tout le monde. Et je pense que c'est une balance qu'il faut arriver à faire quand on travaille en galerie, à pas oublier d'aller et de continuer à bosser dehors. Pour garder ce rapport-là en fait. Même s'il est très visuel, le street art n'est pas uniquement décoratif ou esthétique. C'est aussi un réel moyen d'expression pour les artistes. Je pense que ça varie vraiment d'un artiste à un autre. Moi je préfère quand il porte un message ou quand il suscite quelque chose d'autre chose que décoratif, mais il peut l'être aussi, où il faut vraiment s'intéresser à l'artiste pour arriver à voir d'où il part, pourquoi il raconte ça, etc. Et c'est une démarche, entre guillemets, de renseignement que peu de gens font. Et des fois, on peut s'arrêter à une simple apparence, et en fait, quand on creuse derrière, on arrive à trouver une volonté, et pas forcément dans le travail de l'artiste, mais peut-être aussi dans la façon dont il va aborder son travail, c'est-à-dire où il va placer son œuvre, même si elle peut être purement décorative, c'est est-ce qu'il ne s'est pas entouré des gamins du quartier pour la faire, ou il y a des démarches aussi qui surgissent comme ça, différentes. L'exposition accueille aussi bien des adeptes de l'art urbain que des curieux de tout âge, interpellés par les couleurs et son originalité. Une vraie plongée dans l'inconnu pour certains. Non, je connais un petit peu pour ce qu'on en voit dans les rues, dans le quartier il y en a. C'est des couleurs très dynamiques. Bon, après les thèmes, je suis un peu plus perplexe parce que je me dis ils ont dû fumer pas mal pour avoir des idées pareilles. On en est plutôt à une grosse demande du public. Je pense que les institutions s'en sont rendues compte il n'y a pas si longtemps que ça, mais que maintenant on y est, quoi. Et que c'est surtout le public qui est vraiment friand et qui en demande, qui a fait que ça a facilité les choses. Après, on est disponible, et c'est pour ça qu'on a créé ce genre d'espace-là, où les gens peuvent dessiner autour de nos toiles, où on est disponible pour discuter avec eux. C'était le but de créer cette rencontre-là, quoi. Après, je pense qu'on a un gros travail à faire encore sur la façon dont on viabilise le métier de peintre. Beaucoup de gens nous demandent de faire des choses gratuitement et que c'est pas du tout viable et que c'est pas anormal. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur les mentalités à ce niveau-là. Pour voir l'œuvre d'Alexandre totalement finie, rendez-vous ce dimanche à partir de 13h. Bonjour Pierre, alors vous êtes là pour débriefer avec nous le reportage. Est-ce que les visiteurs peuvent apprendre sur place à découvrir les techniques du street art ? Tout à fait, ils ont l'opportunité pour les adultes et les enfants. On voit là dans la salle dans laquelle peint Alexandre D'Alessio dans le reportage, il y a des ardoises, enfin des sortes de tableaux qui sont mis à disposition où ils peuvent dessiner et puis ils peuvent aussi échanger vraiment avec les artistes. C'est vraiment le but qui est recherché à travers cette exposition et les artistes sont plutôt demandeurs justement de cet échange. Et comment, quand on est un jeune débutant dans le street art, comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans le milieu assez fermé, je suppose ? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a Stéphane Moscato, le collègue qui est un artiste peintre et qui a été invité par le 9e Concept pour cette exposition. Il nous expliquait justement que ça marchait beaucoup au réseau. Il fallait rencontrer la bonne personne au bon moment et que même si on avait du talent, il fallait persévérer et que peut-être après une dizaine d'années, on n'était pas sûr d'émerger et de se faire une réputation. Donc très difficile, mais une exposition, en tout cas, quand même, de partage avec les artistes. Ah, vraiment, vraiment. Il y a vraiment une dimension participative et les artistes vraiment demandent à échanger avec le public pour faire connaître le street art et surtout leur groupe, le 9e Concept. D'accord, eh bien merci Pierre. Et comme chaque année, le marché de Noël est de retour à Lille. Les fêtes se préparent et c'est Marine Kijek et Gaspard Dael qui sont allés prendre l'ambiance. Le mois de novembre signe l'arrivée d'un événement cher au cœur des Lillois, l'installation des animations de Noël.
La grande roue tourne fièrement sur la grande place au rythme de musique qui ne vous remonteront pas le moral si vous en avez marre de la vie. Et que dire de ces adorables personnages angoissants? Si un sujet déchaîne pourtant les passions, c'est bien le marché de Noël. Enfants déchaînés, mamies excitées, tous se rusent chaque jour vers le marché. Mais pourquoi tant d'engouement? Que nous cache-t-on? Nous avons enquêté en toute discrétion afin de mettre au jour la terrible vérité. Quand on se promène dans les allées, tout semble normal. Les Lillois se baladent tranquillement. Un appétissant fumé se dégage, mélange de beignets bien frits et de tartiflettes macérant dans la graisse. Le marché de Noël, c'est un peu le salon du kitsch. Nappe de Noël, bonnets clignotants et objets non identifiés. La France entière s'est déplacée pour proposer ses produits de qualité. Tout est trop calme. Essaierait-on de nous mystifier? Grâce à notre regard acéré, un détail a retenu notre attention. Il semblerait que ce bling-bling de Noël ne soit qu'un écran de fumée pour cacher la véritable motivation des Lillois. Nous sommes allés à la rencontre d'une personne qui pourrait nous en dire plus. Le marché de Noël, est-ce que c'est pas une excuse aussi pour beaucoup de monde de boire du vin chaud? Oh, je pense, si, c'est... tout le monde le dit, ils peuvent pas faire un tour sans boire du vin chaud. Donc, on peut pas faire marché de Noël sans boire un verre de vin chaud. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que certaines personnes abusent peut-être un peu du vin chaud? Non, pour le moment, ça a été raisonnable. Pour le moment, on n'a pas eu de débordement, donc ça va. Nous voyons bien que nos questions dérangent. Après des heures d'enquête, une seule explication. Pour survivre au marché de Noël, buvez du vin chaud. Avec modération, bien sûr. Gaspard et Vincent nous rejoignent sur le plateau. Alors Gaspard, vous débriefez avec nous le marché de Noël. Est-ce qu'il vaut le déplacement vraiment cette année? Alors franchement, moi après c'est super subjectif, mais moi je trouve pas. Je trouve que c'est un peu toujours la même chose tous les ans. Et après c'est sympa si vous voulez juste vous balader, être un peu dans l'ambiance de Noël, aller manger une gaufre, boire un verre de vin chaud, mais après, en soi, les produits qui sont proposés, je trouve que ça change pas tellement d'habitude, quoi. Donc une balade pour le dimanche Une petite balade du dimanche avec vos enfants, vos amis. Et des événements, est-ce qu'il y a vraiment des événements qui changent cette année? On sait qu'à la Grand Place, l'année dernière, c'était un peu sur le thème de Dofus. Est-ce que vraiment cette année, ça change? Donc l'année dernière, comme vous l'avez dit, c'était Dofus qui était installé. Cette année, c'est des animations plus classiques de Noël, des petits personnages de Noël, etc. Il y a eu un événement la semaine dernière, c'était un mur de glace en partenariat avec le Furet du Nord et Game of Thrones. D'accord. C'était la Warner qui était en partenariat avec le Furet du Nord. Mais sinon, assez classique, on va dire. Donc allez quand même y faire un tour, histoire de prendre un petit vin chaud, mais bien sûr avec modération, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc Vincent, avec vous, on parle de l'agenda culturel. Qu'est-ce qui se passe un peu dans la région en ce moment? Alors il se passe pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de prévu, vous, ce week-end, mais au cas où, j'ai quelques bons plans à vous donner. On commence tout de suite par le week-end brocante. Alors je ne sais pas si ça fait partie de vos passions de chiner, mais sachez qu'une trentaine de brocanteurs et d'antiquaires seront ce samedi et ce dimanche au Palais Rameau. Si vous êtes curieux ou que vous aimez regarder de vieux objets traditionnels pour trouver votre perle rare, n'hésitez pas. Il y aura même sur place une petite restauration et un espace de jeu pour les enfants. Si vous habitez au centre de l'île, près de Riour, et que vous n'avez pas envie de prendre le métro pour y aller, eh bien, un petit train urbain passera juste devant le marché de Noël, justement, pour vous y amener. L'entrée de la brocante sera gratuite. Et alors pour les enfants particulièrement, d'autres événements sont à prévoir sur l'île? Pour les enfants, il y aura le Big Bang Happy Day, l'événement traditionnel qui a lieu chaque année à l'Opéra de Lille pendant 2 jours. 2 jours où les visiteurs pourront découvrir l'opéra de la cave au grenier, s'imprégner de l'atmosphère du théâtre et assister à des spectacles, des concerts et d'autres animations proposées notamment par Zonzo Compagnie, La Clé des Champs et le Conservatoire de Lille. Les spectacles musicaux comme Babel, Glimp ou Slumberland pour les enfants de 6 ans minimum coûteront 3 €, mais le reste de la programmation, elle, sera gratuite. Ce sera l'occasion de faire des jeux de piste, du vélo hurleur et d'aller à des concerts en famille. Donc, sortie familiale, mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui sont célibataires, est-ce que vous avez un bon plan pour eux quand même? Alors justement, pour tous ceux qui se sentent un peu seuls et qui veulent accélérer les choses, on a le salon du mariage et du Pacs qui se tiendra à Lille, à Grand Palais, jusqu'à dimanche. Ça a commencé aujourd'hui d'ailleurs. On ne croirait pas comme ça, mais pas mal de monde va fouler l'entrée, puisque 14 000 personnes sont attendues. 150 exposants seront sur place, à côté d'ateliers de création, de décoration, de fleuristes. Et vous pouvez même avoir l'occasion, alors Gaspard, je suis sûr que vous allez adorer, de gagner une robe de mariée en faisant un jeu concours. Voilà.
Alors, Ça vous irait très bien, Gaspard. Je vous remercie. J'en suis sûr. Alors si les milliers de célibataires qui nous regardent actuellement veulent se marier ce week-end et veulent faire leur petit plan à l'arrache, eh bien vous pouvez aller sur place, voilà, n'hésitez pas. Et pour ceux qui préfèrent le grand air? Alors pour ceux qui préfèrent le grand air, je propose une petite balade d'histoire et de fantômes au cœur du Vieux-Lille ce samedi. C'est une visite déambulatoire dans les ruelles du Vieux-Lille à côté de comédiennes qui vous entraîneront dans une aventure effrayante et extraordinaire. Après avoir écouté des histoires d'horreur, le parcours se terminera dans un estaminet typique pour se retrouver autour d'une bière. Voilà. La visite est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans tout de même, pour ne pas trop les effrayer et pour ne pas les rendre bourrés aussi. Ça doit faire partie du truc. Évidemment. Voilà, à propos du tarif, la visite coûtera 29 €. Et si vous êtes intéressé, c'est sur la page Facebook de l'événement que ça se passe. Merci Vincent, merci Gaspard. Et justement, on reste dans la culture avec l'exposition Sel et Pixel, un reportage réalisé par Adrien Quilico et Florian Lambert. Bonjour, aujourd'hui pour ce nouveau numéro du T'as vu, on est au Palais des Beaux-Arts de Lille. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on est dans un des couloirs principaux du Palais des Beaux-Arts avec certaines des œuvres majeures, mais ce n'est pas ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va visiter une petite expo photo qui se trouve dans un couloir un peu dérobé, les gens passent à côté sans vraiment la voir. Ça s'appelle du Sel au Pixel et ça retrace l'histoire du Palais des Beaux-Arts à travers la photographie. On y va tout de suite. Bonjour, on est aujourd'hui au Palais des Beaux-Arts de Lille avec Jean-Marie Dautel qui est commissaire de l'exposition du Sel au Pixel. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née l'idée de cette exposition et comment cette exposition est née en elle-même d'ailleurs? L'idée, elle est toute simple. Quand notre directeur m'a demandé il y a 3 ans de me charger de ce fonds, je vais être très franc avec vous, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Il s'est avéré très très vite que ce fonds possédait des pépites. Alors justement, vous trouvez pas ça dingue qu'il y ait des trésors qui dorment dans des cartons et que personne s'en soit occupé avant que vous n'arriviez? Dingue, non. Curieusement, vous savez, en France, la légitimité de la photographie est très récente. C'est Beaubourg, effectivement, dans les années 70, mais pour la photographie moderne. Et c'est Orsay uniquement depuis son ouverture, c'est-à-dire depuis 84. Avant, la photo était une espèce de bout de papier sur lequel était, entre guillemets, imprimée une image. Mais c'est tout. Il y avait bien quelques collectionneurs en France, mais la photo n'avait pas l'intérêt qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de vos pièces préférées, les plus emblématiques, celles qui racontent vraiment l'histoire de l'exposition pour vous? On vous suit, vous nous montrez? Oui, volontiers. La ville décide de faire construire un nouveau musée et pour cela lance un projet, lance également une loterie. C'est très important, une loterie. 5 millions de bons d'1 franc vont être lancés. Le grand bâtiment, il est ici. On le reconnaît presque. À une différence près, c'est que la loterie ne va pas rapporter autant d'argent que prévu, va rapporter à peu près la moitié, environ 2,5 millions. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Quand on a la moitié du budget, on a la moitié d'un bâtiment. Le musée tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est cette partie-là. Nous continuons. Là, on est en plein dans du documentaire. Nous sommes un des rares musées de France à avoir conservé ce type de documentation. L'avantage de la collection du musée de Lille, elle est un des rares musées français à posséder de quoi écrire et à la fois son histoire pendant tout le XXe, voire même avant, mais surtout de documenter, d'écrire l'histoire de la muséologie dans un musée français dans la première moitié du XXe siècle. Cette photo est passionnante à plusieurs titres. Le premier, parce qu'elle a ici un petit cachet de collection, Édouard Gâteau, qui était un des plus grands collectionneurs français du 19e. Il habitait à Paris, il habitait rue de Rivoli, pas très loin des Tuileries. C'est très important ce que je vous dis, très important. Mais voilà, là où ça se corse, là où ça devient passionnant, c'est que ce tableau n'existe plus. Ce tableau était chez Monsieur Gâteau, rue de Rivoli, souvenez-vous, la commune de Paris, les communards mettent le feu aux Tuileries, la maison d'Édouard Gâteau prend feu et toute sa collection a été détruite. Nous avons peut-être ici le seul document qui atteste de l'existence d'un tableau de Ingres qui n'existe plus aujourd'hui.
Autre petite merveille, attention, sous vos yeux ébahis. Voilà ce que l'on peut retrouver dans des vieilles boîtes de photographie, ce qu'on appelle des autochromes, des modèles féminins déguisés à l'orientale. Ces autochromes sont d'une fraîcheur incroyable, ils sont d'une beauté incroyable, ils sont intacts. J'en ai 21, j'en présente 6, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Un vaste travail reste cependant à mener et l'aventure photographique du musée ne fait sans doute que commencer. Vous avez jusqu'au 5 février pour plonger dans l'histoire du Palais des Beaux-Arts de Lille. Aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale. Désormais, nous accueillerons des invités à chaque fin d'émission. Et notre première invitée, Virginie Demange, présentatrice sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, nous a rejoint. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, en quoi consiste votre métier exactement ? Vaste sujet. Vous avez 2 heures. En quoi consiste mon métier ? Je suis journaliste, donc là je travaille, effectivement, je présente une émission du matin sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, en alternance une semaine sur 2. Une semaine je suis en plateau, je fais ce que vous faites, je présente l'émission avec des invités autour d'une table. Et une semaine je sors à l'extérieur pour faire des interventions en direct dans des lieux du patrimoine de la région, ou faire des portraits, présenter des choses insolites, entrer dans les coulisses des endroits où les gens ne vont pas habituellement. Est-ce que ça a été difficile d'en arriver justement aujourd'hui à ce que vous faites ? Quel est votre parcours un petit peu ? Oula. Est-ce que c'est difficile d'arriver là où j'en suis ? Ça dépend. Il y a aussi une question de volonté, une question de beaucoup de chance. Je pense que vous voulez être journaliste. Peut-être. Je pense qu'il va falloir beaucoup de ténacité, parce qu'on est dans des périodes où c'est pas toujours facile. Déjà, quand moi j'étais à l'école, donc je suis issue de l'École supérieure de journalisme de Lille, 75e promotion, diplômée donc en 2001. Et déjà à cette époque-là, on me disait avant c'était plus facile, on trouvait facilement du travail, vous allez galérer et tout ça. Et je me disais ouais bon c'est bon. Et maintenant j'ai envie de dire aux plus jeunes mais vous allez galérer. Moi c'était déjà dur, mais alors vous ça va être encore pire. Il faut surtout de la ténacité, voilà. Faut vouloir. Si on ferme la porte au nez, il faut passer par la fenêtre, et si on ferme la fenêtre, il faudra passer par la cheminée. D'accord. Et donc, du coup, vous venez de me dire que vous faites des reportages en plus de la présentation. Ces reportages, ils sont donc en ce qu'on appelle dans le métier en incarné. Oui. Donc, on vous voit face caméra et vous allez au plus proche des gens. Comment ça se passe un peu ? Est-ce que c'est plus facile ou c'est un plus dans votre métier d'être vraiment au cœur de ce qui se passe et être proche des gens ? C'est ça le métier en fait. Le métier, c'est d'être proche des gens. C'est différent de les accueillir en plateau. Ici, si vous accueillez un invité ici comme moi je suis chez vous. Donc vous êtes chez vous, c'est plus facile pour vous et tout. Et moi, j'essaie d'apporter la couleur de ce que je fais. Si je vais sur le terrain chez les gens, c'est nous qui sommes chez eux. Donc eux, déjà, c'est plus facile pour eux. Parce qu'ils sont dans leur univers, ils peuvent plus facilement nous montrer les choses. C'est eux qui nous accueillent et c'est nous les invités. C'est ça la différence principale en fait. Et oui, c'est vrai que les gens sont toujours mieux sur le terrain parce qu'ils n'ont pas ces lumières braquées dans les yeux, les caméras sous le nez et tout. Ils arrivent plus facilement à oublier justement parce qu'ils sont chez eux. Vous pensez du coup qu'ils se sentent plus concernés aussi parce que vous êtes sur place vraiment à leur rencontre ? Pas plus concernés, mais plus à l'aise parce que c'est eux qui nous emmènent chez eux, donc ils nous montrent un peu ce qu'ils font. Ils sont dans leur univers à eux au lieu d'être dans un univers qui fait... Parce que vous voulez être journaliste, moi je le suis, donc cet univers-là, c'est le nôtre, on n'en a pas peur. C'est les lumières, le maquillage, les écrans, mais les gens, pour eux, ça reste toujours impressionnant et du coup, ils se tétanisent même parfois en plateau, ils ne parlent pas du tout naturellement. Alors que quand on est sur le terrain, et l'avantage, c'est que justement, ce que je fais, c'est des directs en incarné, donc la caméra, elle est un peu sur les gens, puis après, elle se balade, elle montre en direct les choses qui se passent. Donc les gens qui parlent, eux, ils oublient facilement la caméra, ils parlent avec moi, c'est plus de la discussion, on raconte des choses, un peu plus, il y a plus de connivence en fait. D'accord. Pour parler un peu vraiment journalisme... je parlais déjà vraiment journalisme en fait. Non mais on va dire plutôt le métier. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre journaliste régional et journaliste national ? Il y a vraiment des spécificités particulières ? Pour moi, il n'y a pas de différence, mais pour moi, un journaliste, c'est un journaliste qu'il écrive des rubriques courtes dans la presse écrite, qu'il fasse de la radio, qu'il fasse de la télé. Mais ça, c'est mon idéal à moi, parce que je vis un peu dans le pays des bisounours. Mais en vrai, oui, c'est différent parce qu'on ne fait pas les mêmes choses. Mais cela dit, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes quand on est dans une rédaction régionale, parce que justement, on va chez les gens, on fait des reportages, on peut creuser, faire des enquêtes. Parfois, quand on est dans un service national, on va être à 4 sur un reportage. Il y en a un, il va aller faire l'interview d'un ministre, par exemple, et puis ça va être injecté dans un sujet, mais ce n'est pas lui qui le fera. Il y a 3 personnes qui vont partir faire des interviews dans Paris, ou même on va récupérer une interview de région, et il y a une 4e personne qui, après, en salle de montage, va monter un reportage avec tous ces éléments. Et donc, on est moins peut-être
propriétaire de son reportage. C'est pas toujours comme ça, mais c'est un exemple. Voilà, au moins, d'accord. Et est-ce que vous auriez du coup des conseils à nous donner, nous, en tant que futurs journalistes, pour les journalistes du TAVU qui sont passés juste avant? J'en ai plein, mais le seul vrai conseil, c'est ce que je disais au début, c'est de ne pas se désespérer, c'est d'y croire et d'avoir envie. Si vous avez vraiment envie de faire ça, vous y arriverez d'une manière ou d'une autre. Et alors, le sujet de votre prochain tournage? Alors ce sera lundi, je vais en direct dans une pommeraie à Auxelard, c'est un peu sur la route de Saint-Omer, depuis Lille, et on va expliquer comment on fabrique du jus de pomme. Et donc comme le jus de pomme en ce moment c'est le pressage, on a prévu des choses bien en amont. Il y a 2 mois déjà, on a tourné une séquence enregistrée sur la cueillette des pommes, le tri, et là on sera en direct sur le pressage en lui-même, mais en injectant des éléments qu'on a déjà en stock. D'accord, écoutez, merci beaucoup en tout cas Virginie d'avoir passé ce moment avec nous. Et merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page YouTube et Media Lab. Et on se retrouve le 9 décembre pour un TAVU spécial Noël. D'ici là, passez un bon week-end.